Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Bon, on vient de voir énormément de choses sur les kanji, j'espère que vous n'êtes pas embrouillés. Regardez ça plusieurs fois, au calme, c'est très important. Je répète, une règle de base, un kanji seul, on utilise sa lecture purement japonaise. Des kanji ensemble, combinés, on utilise leur lecture sino-japonaise. C'est la règle de base, elle est très importante. Maintenant, on va voir des cas particuliers de kanji. Et oui, il en existe. En fait, cette règle ne va pas être tout le temps utilisée de partout. On va avoir par moment quelques petits cas qui seront particuliers, où la règle ne sera pas appliquée. Alors, je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas d'exception. On n'a pas d'exception en japonais. Tous ces cas particuliers ont une explication logique. Il y a beaucoup de personnes qui, en enseignant le japonais, disent ça, oh non, ça c'est une exception, ça cherche pas, c'est une exception. Non, on n'a pas d'exception. Une fois, si tout est bien compris, si tout est bien expliqué, on comprend, voilà, pourquoi on va avoir de temps en temps des cas particuliers. Mais j'aimerais que vous ne partez pas en vous disant, oh, c'est une exception, cherche pas, tu comprendras jamais. Non, non. Comprenez bien pourquoi de temps en temps les règles ne seront pas appliquées, et ça vous permettra de bien mieux progresser, de bien mieux pouvoir approcher la totalité de la langue japonaise. On est parti. Alors, on a un premier cas particulier. De temps en temps, on va avoir des kanji combinés, mais à lecture purement japonaise. C'est-à-dire qu'on aura par exemple ce mot, deux kanji ensemble, mais on va lire ce mot avec les lectures purement japonaises des kanji. Donc, ce mot, premier kanji, lecture purement japonaise na, lecture sino-japonaise, mais deuxième kanji, lecture purement japonaise mae, lecture sino-japonaise, zen. Hein. Le premier veut dire le nom, le deuxième veut dire devant. Donc en gros, devant le nom, le prénom. Ce mot, on aimerait bien le prononcer meizen en lecture sino-japonaise. Mais non, on va le prononcer namae, tout en lecture purement japonaise. Pourquoi? Parce que, en japonais, les japonais n'ont pas attendu les kanji pour combiner des mots. Alors, je ne parle pas de l'écrit, je parle de l'oral. Les japonais avaient le mot na, le nom, et avaient le mot mae avant. Bon, du coup, avant même d'avoir une écriture, ils se sont dit, si on dit namae, ça veut dire avant le nom, le prénom. Il n'y a pas de souci. Donc ce mot existait avant la prise des kanji. Mais du coup, quand on a récupéré les kanji, on a mis na sur ce kanji-là, on a mis mae sur ce kanji-là, et du coup, le mot namae, qui existait de base en japonais, un mot purement japonais, le prénom, on l'écrit na plus mae. Donc, on a une combinaison de deux kanji, mais sur une écriture, sur des lectures purement japonaises. Ça va arriver fréquemment. Je ne vais pas dire que c'est ultra fréquent, mais ça va arriver. Donc, ne vous posez pas de questions. Ce n'est ni un piège, je ne vous ai pas menti, ça arrive. Ensuite, deuxième cas particulier. De temps en temps, on va avoir des kanji combinés, mais pareil, qui se liront en purement japonais. Pourquoi? Parce qu'on aura un préfixe. Alors, par exemple, c'est le même principe, c'est un tout petit peu différent. Par exemple, ce mot qui veut dire petite montagne. Alors, montagne, c'est yama. Lecture sino-japonaise, san. Et puis petit, alors petit de base, ça se dit chisai. Puis quand on le met en préfixe, il a une lecture purement japonaise, c'est ko. Bon, sa lecture sino-japonaise, c'est sho. Du coup, ici, c'est pas sho-san, non, c'est koyama. Parce que ici, petit, c'est le préfixe qu'on va utiliser, c'est un kanji. Alors certains kanji s'utiliseront en tant que préfixe, on verra ça plus en détail plus tard. Mais là, du coup, c'est koyama. Parce que voilà, on est bien sur du purement japonais, parce qu'on pose le préfixe. Alors on verra que quand on pose un préfixe ou un suffixe en japonais, on garde une lecture purement japonaise, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui existait avant la récupération des kanji, avant l'écriture de la propre langue, de la langue japonaise, avant l'utilisation des lectures sino-japonaises pour créer des nouveaux mots, etc. Ça arrive. Troisième cas particulier. Par moment, on a des kanji seuls, mais dont la lecture est bizarre. En fait, on a l'impression qu'il y a deux lectures purement japonaises dans un seul kanji. Alors ça, c'est très étrange, ça arrive de temps en temps. Je vous donne un exemple.
En japonais, le jardin, ça se dit niwa. C'est la lecture purement japonaise. Et puis l'oiseau, ça se dit tori. Lecture purement japonaise encore une fois. Et puis du coup, les Japonais, avant même la récupération des kanji, ils ont créé niwatori, un oiseau de jardin, c'est une poule. Niwatori. Bon. Du coup, nous, on aimerait bien, on serait tenté, une fois qu'on a récupéré les kanji, d'écrire niwatori, niwa plus tori. Ce serait logique, c'est comme ce qu'on a fait là-haut avec namae. Pas de souci. Sauf que non. Sauf que non, parce que en chinois, les idéogrammes, on avait déjà, quand les Japonais ont récupéré les kanji, on a déjà un kanji qui tout seul veut dire une poule. Hein, ça, c'est le kanji de la poule. Du coup, notre mot niwatori, ça devient lecture purement japonaise de ce kanji. Ce kanji, c'est niwatori. Et du coup, en japonais, la poule, ça s'écrit bien niwatori comme ça, et non pas comme ça. Ça n'est pas l'écriture exacte, hein, c'est bien niwatori. Même si à l'origine, on a bien niwa plus tori, aujourd'hui, c'est un seul kanji. Et ça arrive de temps en temps sur quelques mots, il n'y en a pas énormément non plus, donc au début, quand on les regarde, hein, quand on essaie d'analyser, ça paraît bizarre, donc ne vous en faites pas. Voilà l'explication. De temps en temps, quatrième cas particulier, on va avoir des kanji seuls, mais à lecture sino-japonaise. Alors là, vous me dites, mais Julien, c'est bizarre, un kanji seul, c'est lecture purement jap d'habitude. Mais oui, mais quand ce kanji n'a pas de lecture purement japa, on a bien vu que tous les kanji n'ont pas de lecture purement japonaise. Les japonais n'avaient pas un mot dans leur propre langue pour chacun de ces kanji qu'ils ont récupérés. Par exemple, le livre. Alors, les Japonais, c'est bizarre, mais n'avaient pas de mots pour dire un livre. C'est bête. Enfin, c'est pas bête, c'est normal. Ils n'avaient pas d'écriture, donc forcément qu'ils n'avaient pas de livre. Il n'y avait pas de support pour l'écriture, vu qu'ils écrivaient même pas. Bon. Du coup, les Japonais n'avaient pas de mots pour dire livre à la base. Du coup, ce kanji-là, qui est... Alors, c'est aussi le kanji de l'origine, hein, mais c'est aussi le kanji du livre, il a juste sa lecture sino-japonaise, dans le sens du livre. Hon. Du coup, un livre, ça s'écrit comme ça, et ça se prononce, en sino-japonais, hon. Alors, il va arriver, ça c'est assez fréquent, ça arrive, en général, ces lectures sino-japonaises vont avoir tendance à être utilisées comme des lectures purement japonaises, mais on verra ça en temps et en heure, ne vous en faites pas. Pour terminer sur ce kanji, je vous l'ai dit dans le cours, un des cours précédents, c'est aussi le kanji pour dire moto, l'origine. Alors là, oui, l'origine c'est moto en purement jap, c'est toujours hon en sino-jap, mais dans le cas du livre, non, moto c'est juste l'origine, c'est pas le livre, donc on a juste hon. Vous comprenez bien. Cinquième cas particulier. Alors par moment, on va mélanger des lectures purement japonaises et sino-japonaises dans un mot combiné. Ça c'est bizarre, ça arrive très rarement, mais ça arrive. Par exemple, le mot jour de la semaine, qui s'écrit comme ça se prononce yobi. Et là, je vous l'écris bien en katakana et en hiragana, parce que yo, c'est la lecture sino-japonaise de ce kanji, et bi, en fait, de base, c'est le hi, la lecture purement japonaise de ce kanji, qui prend l'accent, parce qu'on a la règle de la combinaison, et du coup, ça devient yobi. Donc voilà, là, on a les deux en même temps, c'est bizarre, ça arrive rarement, mais voilà, c'est comme ça. Là, pour le coup, les Japonais ne sont pas trop posés de questions. De temps en temps, on n'avait pas ce qu'il fallait de lecture purement japonaise, on n'avait pas ce qu'il fallait comme lecture sino-japonaise. On a voulu mettre un sens particulier, donc on a fait des mélanges. Sixième cas particulier. De temps en temps, alors même fréquemment, on va utiliser un mot étranger comme terme sino-japonais. Et ça va énormément se faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant sur le terme xéno-japonais que j'utiliserai plus tard, mais regardez, un mot en katakana, par exemple la France, France, si on l'écrit en katakana, c'est parce que c'est un mot étranger. Tout comme le mot Nihon, Japon. Alors, Nihon, qui est l'appellation que les Chinois donnaient au Japon, au pays du Japon, c'est bien une lecture sino-japonaise. Nihon. En japonais, les mots katakana, qu'il s'agisse de kanji sino-japonais ou de katakana français, anglais, etc., c'est tout de l'étranger, donc ça réagit pareil. En fait, ce qu'on appelle du sino-japonais, donc chinois-japonais, aujourd'hui on pourrait presque appeler ça du xéno-japonais, parce que c'est plus seulement chinois, c'est étranger, ça peut être n'importe quoi. Un xéno, ça veut dire étranger.
Donc, on va pouvoir l'utiliser de la même manière. Par exemple, Nihon, je rajoute le kanji de l'homme. En lecture sino-japonaise, ça fait Nihonjin, un japonais. Si je veux dire un français, eh ben je fais pareil. Furansu, Jin. Je peux combiner ce kanji en lecture sino-japonaise à Furansu parce que c'est du katakana, c'est de l'étranger. Ça s'utilise de la même manière. Il n'y a pas de kanji, mais on est sur du katakana. On peut combiner les lectures. Ici, c'est du xéno-japonais. Vous comprenez bien. C'est comme ça qu'on crée plein de mots. Par exemple, on a ce kanji qui veut dire la langue, la langue parlée. Si je mets avant Nihon, Nihongo, c'est sa lecture sino-japonaise, le japonais. Et si je mets aussi Italia, Italiago, ça marche, l'italien, la langue italienne. Et oui, je mets bien mon mot étranger, en katakana, avec un kanji en lecture sino-japonaise, et ça fonctionne très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et puis par exemple, on a un mot qu'on utilise depuis le tout début ensemble, les romaji. L'écriture latine, Roma, c'est Rome, et Ji, c'est le kanji pour dire le caractère. Et oui, là, on a bien les deux fusionnés ensemble. Le caractère de Rome, l'alphabet latin. Les caractères de Rome, les caractères romains, l'alphabet latin. Romaji, on a bien mélangé les deux, donc encore une fois, ça se fait très souvent. On verra plus tard, lorsqu'on fera la grammaire, notamment lorsqu'on fera les verbes, les adjectifs, que les mots étrangers, notamment les mots anglais, parce que ce sont très souvent des mots anglais, s'utiliseront exactement pareil que des termes sino-japonais. C'est important, commencez déjà à vous y faire, à assimiler cette notion. 7e cas particulier. Par moment, des kanji sont combinés avec des répétitions. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Par moment, on va mettre 2 fois le même kanji à côté. Toki, c'est le temps, c'est sa lecture purement japonaise. Si je le mets à côté, ça veut dire de temps en temps. Ça se lit toki doki. Alors, on a le to qui devient do, la règle de l'accent, et puis ça se lit en lecture purement japonaise, toki doki. Ce symbole peut être utilisé pour écrire la répétition. On le verra plus en détail plus tard. Il permet d'indiquer que le kanji est répété. Toki doki. Et ici, on reste en lecture purement japonaise. Ça se fait comme ça, parce qu'on se base sur le mot toki. Et puis, de temps en temps, on peut aussi avoir des mots combinés comme ça avec 2 fois le même kanji, mais en lecture sino-japonaise. Par exemple, ce kanji qui veut dire un petit peu. En sino-japonais, sho. Je le mets 2 fois, sho sho. Ça veut dire un petit peu, mais en plus poli, c'est un tout petit peu. Donc voilà, on peut avoir des kanji combinés par répétition. Ça peut être lu aussi bien en lecture purement japonaise qu'en lecture sino-japonaise, selon le kanji sur lequel on se base. 8e cas particulier. Parfois, des kanji différents ont la même lecture purement japonaise et le même sens. Je vous donne un exemple. En japonais, de base, avant les kanji, tout ça, bleu, ça se disait ao, le bleu, ao. Bon. Aujourd'hui, on a 4 kanji qui se prononcent ao, qui ont récupéré cette lecture purement japonaise. Celui-ci, ao. Alors, celui-ci, ao, celui-ci, ao, et celui-ci, ao. Ils veulent tous dire bleu. Et en fait, à l'oral, on n'a aucune différence, c'est ao. Mais à l'écrit, on va avoir une nuance. Alors, une nuance qui de base n'existait pas en purement japonais, mais qui est apportée des idéogrammes. En Chine, on avait une nuance sur ces 4 bleus différents. Ça, par exemple, c'est le bleu de base, c'est la couleur primaire, ao. Ça, c'est un bleu un peu noirâtre, un bleu un peu nuit. Ça se dit aussi ao. Ça, c'est un bleu un peu verdâtre, qui tire un peu sur le vert, ao. Et puis ça, c'est un bleu foncé, simplement, ao. Donc les japonais de base dans leur langue n'avaient pas de nuance, tous ces kanji se prononcent ao, mais c'est à l'écriture qu'on va voir la nuance. Donc ça, encore une fois, c'est un peu particulier, ça va être utilisé quand on veut écrire quelque chose avec une nuance, mais qu'on n'entendra pas à l'oral. Alors c'est quelque chose que les gens, par exemple, qui travaillent sur la symbolique, aiment bien faire, ça se fait parfois en français, c'est un peu différent, ça existe en japonais. Donc si jamais vous rencontrez un mot qui se prononce pareil, enfin si jamais vous rencontrez un mot qui a sa prononciation propre, son sens propre, mais qui s'écrit sous plusieurs kanji, c'est pas qu'il y a un piège, ça existe. 9e cas particulier. Par moment, on a des kanji combinés, mais à lecture purement japonaise particulière. Alors ça, c'est
plus on avance dans les cas particuliers, plus c'est bizarre. Par exemple, ce mot, kanji de grand, kanji de homme. Bon, ça veut dire un adulte. Alors, en lecture purement japonaise, on a o et hito. En lecture sino-japonaise, on a dai et jin. Est-ce qu'on prononce ça daijin, comme on aurait le faire logiquement? Est-ce qu'on prononce ça ohito ou obito, comme on pourrait le faire si jamais le mot existait déjà de base avant la récupération des kanji? Non, en fait, on va faire ni l'un ni l'autre. Parce que les Japonais ont déjà un mot seul qui veut dire adulte, qui est, de base en purement japonais, otona. Et quand ils ont récupéré les kanji, il n'y avait pas le kanji pour adulte. Du coup, on a créé en kanji la notion d'adulte au niveau des idées, grand plus homme, et on a mis une lecture qui a rien à voir avec la lecture purement japonaise de chaque kanji ou avec la lecture sino-japonaise de chaque kanji. On a mis la lecture, le mot de base, otona, on l'a posé dessus. Pouf. Du coup, ce truc, indépendamment des lectures purement japonaises et indépendamment des lectures sino-japonaises, ça se prononce avec une lecture qui vient d'ailleurs, purement japonaise, otona. Et il y a plusieurs mots comme ça qui existent. Ça arrive. Vous êtes toujours là? J'espère. 10e cas particulier. Par moment, on a des kanji combinés, mais à la lecture purement japonaise, phonétique. Alors, je vous donne un exemple. Ce mot se lit dekiru. Alors, dekiru, c'est un verbe, ça veut dire pouvoir faire. Un verbe qui existe de base en purement japonais. Voilà, les japonais, pouvoir faire, lui disent dekiru. Et puis, quand on a voulu écrire dekiru en kanji, on n'avait pas de kanji qui voulait dire pouvoir faire en chinois. Du coup, bon, comment est-ce qu'on a fait? Alors, on a pris ces kanji, mais qu'on n'utilise pas pour leur sens, mais pour leur phonétique. Ce kanji, en lecture purement japonaise, tout seul, c'est deru, ça veut dire sortir. Celui-ci, c'est kuru, ça veut dire venir, mais dans une certaine forme, qu'on verra plus tard lorsqu'on travaille sur les verbes, ça peut se prononcer ki. Et puis celui-ci tout seul, il peut aussi se prononcer D, ce sera la forme nominalisée des verbes, on verra tout ça plus tard. Du coup, deki, on rajoute ru, ça nous fait notre dekiru. Donc encore une fois, dekiru, ça veut dire pouvoir faire, ça n'a rien à voir avec sortir, venir, mais on a écrit ce mot avec ses kanji par rapport à la phonétique purement japonaise. Donc encore une fois, c'est bizarre, on sort du sens, en fait c'est comme si on écrivait... on écrivait tout simplement, c'est comme si s'il s'agissait de hiragana, mais ici, de base, on les a écrits avec des kanji, mais pour leur valeur phonétique. Ça existe, c'est de moins en moins utilisé, les mots créés comme ça ont beaucoup plus tendance à s'écrire uniquement en hiragana, d'ailleurs dekiru, on le voit aujourd'hui énormément plus en hiragana, comme ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté, dekiru, mais ça arrive, donc voilà prévenu. 11e cas particulier, je vous rassure, il n'en reste plus beaucoup. Par moment, on va avoir deux écritures pour un même mot. Je vous donne un exemple. Ce kanji tout seul, c'est, en purement japonais, tamago. Ça veut dire l'œuf. Bon, alors l'œuf, comment ça s'est créé? De base, en japonais, tama, c'est la lecture sino-japonaise, purement japonaise. Alors, de base, en purement japonais, une sphère, ça se disait tama, et puis un enfant, petit, etc., c'était ko. Voilà, l'enfant sphère, alors un petit enfant dans une sphère, un œuf. Du coup, les japonais ont pris tama plus ko, ils ont fait tamago, et puis ils ont créé le mot œuf. Là, on est bien avant les kanji. Quand on a récupéré les idéogrammes, on a ce kanji, le kanji de la sphère qu'on a appelé tama, ce kanji, le kanji de l'enfant qu'on a appelé ko. Du coup, il est possible d'écrire l'œuf tamago. Là, on est bien sur des lectures purement japonaises, mais sur un mot composé. Mais il y a aussi un kanji tout seul qui veut dire l'œuf. Du coup, les japonais ont aussi mis la lecture tamago sur ce kanji-là. Alors, on revient à notre histoire de poulet, de poule, jardin, oiseau, etc. C'est pas dans le cas de la poule, qui est donc l'oiseau de jardin, là c'était pas possible d'écrire ça avec le kanji du jardin et le kanji de l'oiseau, autant pour l'œuf, c'est possible. Tamago qu'on écrit soit avec le kanji de l'œuf, soit avec le kanji, en gros l'enfant sphère, tamago.
Tout ça, c'est du purement japonais. Donc voilà, ça arrive, tout va bien. Si vous croisez des mots comme ça, vous posez pas de questions. Allez, 12e cas particulier, c'est un peu différent, mais ça va être très rapide. Hiragana, katakana, qui s'écrivent comme ça en kanji. Aujourd'hui, on va les écrire hiragana et katakana. Bah ouais, ça paraît logique qu'on écrive hiragana en hiragana et katakana en katakana. Donc voilà, de base, ces mots s'écrivent en kanji. Puis aujourd'hui, on va les écrire en hiragana, katakana, ça se fait mieux. Voilà. On a un 13e cas particulier qui est le cas particulier des noms de famille japonais. Mais là, ça va être hyper long et hyper intéressant, donc je vous propose de faire tout ça dans un cours suivant. Ce qui vous permettra déjà de souffler, parce qu'on a vu plein de cas particuliers. Alors, avec tout ça, si vous avez bien compris tout ça, vous êtes calé, vous êtes paré, rien ne vous étonnera jamais en japonais. Ça arrive qu'on ait des cas particuliers, mais je le répète, ça n'est que des cas particuliers, c'est pas fréquent, hein. La règle de base, vous vous en souvenez, un kanji tout seul purement jap, des kanji ensemble sino-japonais, ça c'est la règle de base. Mais on aura des cas particuliers, donc ça, si vous n'avez pas tout compris sur le moment, c'est pas grave, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à revoir les exemples, etc., à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Ça arrive qu'on ait des cas particuliers qui ne respectent pas la règle principale. Encore une fois, tous ces cas particuliers ne sont pas présentés, ne sont pas enseignés dans beaucoup d'écoles d'enseignement du japonais. En général, on vous dit, bah voilà, ça c'est une exception, réfléchis pas, ça se fait comme ça. Non, non, voilà, là je vous ai bien montré que tous ces cas particuliers ont tous une origine étymologique crédible, véritable, qui existe, hein, qui permet de comprendre. Donc là, on n'est pas sur du ah, c'est pas les Japonais, ils se sont dit on va écrire ça comme ça, puis wesh. Non, non, on est sur une raison logique. Donc, si vous comprenez bien tout ça, le japonais est quelque chose de logique, vous n'allez jamais être perdu. Faut pas se dire que le japonais c'est YOLO, hein. C'est vraiment une langue, vous verrez, très rationnelle, très logique. Ce sera quelque chose de. Surtout quand on commencera la grammaire, vous verrez, mais c'est ultra, ultra, ultra logique comme grammaire, etc. Comparé à la grammaire française qui est un peu plus. Qui a évolué, qui s'est permis quelques petites libertés. Bon. J'espère que vous avez bien compris ce principe de cas particulier. Ne vous embrouillez pas. Si vous ne comprenez pas tout ça, concentrez-vous sur la règle principale et gardez à l'esprit que de temps en temps, ça va être un peu différent. Voilà. Et allez boire un verre d'eau surtout. J'espère que ce cours, chers élèves, vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. J'ai ma voisine qui passe l'aspirateur au moins 10 fois par jour, je sais pas ce qu'elle fait. Je pense qu'elle a un chat qui perd beaucoup ses poils. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours.